Bienvenue à tous, c'est l'heure de Parlement Hebdo, 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire. À mes côtés, comme chaque semaine, Katia Guilder, bonjour. Bonjour Mickaël. Et cette semaine, dans l'actualité, François Hollande abat sa dernière carte contre le chômage. Le chef de l'État a présenté ses ultimes mesures du quinquennat en faveur de l'emploi sans surprise. Ce plan a vivement été critiqué par l'opposition. L'état d'urgence sera-t-il prolongé? C'est au président de la République d'en décider, mais c'est tout à fait probable, selon Claude Barthelone, reçu à l'Élysée avec son homologue Gérard Larcher, pour évoquer la révision de la Constitution. Émeute chez les photographes et déclarations sexistes de quelques députés. C'était alerte à l'Assemblée cette semaine. L'actrice canadienne Pamela Anderson est venue dans l'hémicycle. Elle a dénoncé les souffrances des canards et des oies dans l'élevage français de production de foie gras. On en parle dans cette émission. Et on en parle avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'Essonne et président de Debout la France, parti que vous avez fondé. On en reparlera, mais vous commenterez l'actualité dense de cette semaine, à commencer par lundi. Et on y va, on commence avec les annonces de François Hollande. C'est en quelque sorte une nouvelle boîte à outils qu'a présentée François Hollande pour lutter contre le chômage. On en connaissait les grands principes. Voici le détail avec Julie Hulin. Il veut faire de la lutte contre le chômage sa priorité. Je considère que face au désordre du monde, face à une conjoncture économique incertaine et à un chômage persistant, il y a aussi un état d'urgence économique et social à proclamer. Les mots sont forts, les annonces plus attendues. Première mesure concernant la compétitivité. Une prime d'embauche de 2 000 € par an pour les entreprises de moins de 250 salariés qui embaucheront en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois, à condition que le salaire ne dépasse pas 1,3 SMIC. Une mesure qui prend effet dès aujourd'hui. Ce dispositif est établi pour une durée de 2 ans. Pourquoi 2 ans? C'est le temps du basculement du CICE en baisse définitive de charges. Autre volet, celui de la formation, avec un plan de 1 milliard d'euros pour former 500 000 chômeurs. Des formations liées branche par branche, région par région, aux besoins des entreprises. L'enjeu, c'est de pourvoir les emplois disponibles et qui ne trouvent pas preneur, faute de personnel qualifié en nombre suffisant. François Hollande souhaite également une augmentation des contrats de professionnalisation qui devrait passer à 50 000 bénéficiaires contre 8 000 actuellement. Enfin, évoquer ce matin la future réforme du Code du travail qui accordera aux entreprises de nouveaux assouplissements sur le temps de travail sans toucher à la durée légale des 35 heures. Un plan contre le chômage estimé à plus de 2 milliards d'euros, uniquement financé par des économies. Alors Nicolas Dupont-Aignan, 500 000 chômeurs en formation. Vous allez certainement me dire que c'est peut-être pour déguiser les chiffres. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans cette situation. Il est sincère, le plan de François Hollande? Mais c'est pathétique. Je suis commence. d'une tristesse quand je vois ça. Parce que je pense à ces millions de chômeurs. Quand je pense qu'il y a des mesures qu'on attend depuis des années, d'ailleurs sous les gouvernements de droite aussi, qui ne sont pas prises, qu'on en est au 25e plan pour l'emploi. Quand je pense que vous avez des dizaines de milliers d'entreprises, d'artisans, de PME qui font faillite parce qu'il y a 500 000 travailleurs détachés en France qui ne payent pas les charges sociales françaises, c'est une concurrence déloyale. Quand je pense que mes amis douaniers ouvrent des containers au Havre qui sont pleins de produits chinois qui ne respectent pas les normes européennes qu'on impose à nos entreprises, je me dis mais c'est scandaleux de voir ça. Mais c'est une honte ce qui se passe. C'est qu'il y a des mesures à prendre immédiates. Lesquelles? Très simple. Très simple. J'annule la directive travailleurs détachés. Tout salarié roumain, polonais, espagnol, portugais qui vient en France paiera les charges sociales françaises. Car quand on réforme, par exemple, quand on change les fenêtres d'un hôpital et qu'on fait venir par une société luxembourgeoise des esclaves qui ne payent pas la cotisation sociale française, c'est une concurrence déloyale. Nos entreprises ne peuvent pas deuxième lutter. point et on passe à une Premier autre point. question. Deuxième point, je contrôle les produits qui rentrent dans notre pays. Troisième point, mesure concrète, je divise par 2 l'impôt sur les sociétés pour tous les bénéfices réinvestis sur le sol français. C'est-à-dire je fais une prime forte à l'investissement des entreprises. Quatrième point, je réforme le RSI pour dynamiser nos petits artisans. Voilà des mesures concrètes que Debout la France propose. Quand vous dites tout à Mais l'heure... c'est tellement plus Vous fort avez que dit ce qu'on voit là. honteux. Vous avez dit Oui, c'est une honte. Qu'est-ce qui est honteux? Mais 4 ans après son élection,
avec 630 000 chômeurs de plus. Nicolas Sarkozy, 1 million de chômeurs de plus. François Hollande, 630 000. Et alors que des entreprises sont délocalisées tous les jours, que Alstom a été bradé, que General Electric annonce des milliers de suppressions d'emplois. Mais est-ce qu'on se rend compte de la gravité de la situation et il y a un point sur lequel... de ces espèces de pitreries au Conseil économique et social avec tous ces personnes qui applaudissent comme ça, alors que nos compatriotes sont en train de crever sur le bord de la route. Il y a un point sur lequel on est en train d'avancer aussi dans les mentalités, c'est l'indemnisation des chômeurs. Vous avez peut-être entendu Emmanuel Macron qui en a parlé, même François Hollande a touché un mot. Est-ce que les chômeurs sont trop indemnisés en France? Mais trop longtemps, trop cher. Ça se dit socialiste et incapable de limiter le nombre de chômeurs. Maintenant, ils veulent réduire les indemnités chômage. Ils ont tort? Oui, ils ont tort. Alors, il y a eu des abus, il faut peut-être réduire certains abus, mais vous savez, un gouvernement qui, au bout de 4 ans, s'attaque aux chômeurs parce qu'il n'a pas été capable d'aider les entreprises à baisser les charges, parce qu'il n'a pas été capable de protéger nos entreprises, c'est un gouvernement aux abois. Et vous savez, les Français ne sont pas idiots. Ils voient bien que ce n'est pas une prime de 2 000 € qui va faire recruter les entreprises. Ce qui va faire recruter les entreprises, c'est d'avoir une visibilité sur le long terme, moins de charges et moins de déloyauté de concurrence. Moi, je suis pour la concurrence loyale. Vous l'avez expliqué. On a compris. Alors, les mesures du président de la République pour l'emploi ont été effectivement très commentées et très critiquées, que ce soit à droite comme à gauche. Écoutez. On ne peut pas, malheureusement, former 500 000 personnes. En plus, on ne peut pas les former puisque les emplois ne sont pas là derrière. Verser une prime aux PME pour qu'elles créent un emploi, c'est quelque chose que tout le monde a essayé 20 fois et tout le monde sait, tous les économistes le reconnaissent. Ce sont des mesures qui ont un effet d'aubaine dans 90% des cas. Aujourd'hui, mettre 2 milliards sur la table quand il en faudrait évidemment 10 de plus, c'est pas à la hauteur. Il y a quand même une forme de provocation, une de plus, remise en cause des 35 heures, remise en cause du code du travail, plafonnement des indemnités prud'homales. Ça va loin, là, ça commence à faire beaucoup. Alors Nicolas Dupont-Aignan, vous venez vous aussi de fustiger ce plan. Pour vous, il n'y a absolument aucune bonne mesure dans ce plan. Quoi que fasse François Hollande, il aura tort. Attendez, qu'on favorise l'apprentissage, je suis favorable, bien évidemment. Quand vous avez une infection lourde, quand il y a une infection, quand un malade a une infection, si vous lui donnez du Doliprane ou de l'aspirine, pour ne pas vendre une marque, certes, vous faites un bon geste, vous lui faites tomber un peu la fièvre. Mais si vous ne soignez pas la cause de la fièvre, vous avez vu cette entreprise en Picardie, à Ham, qui a un taux de profit important, qui est délocalisée, sans que personne ne bronche. Enfin, est-ce que vous voyez la réalité de notre force vive qui est en train de partir à l'étranger? Si on ne réagit pas vite, ça fait 10 ans que ça dure. On a eu Sarkozy, on a eu Hollande. Exactement. Je voyais M. Woerth, il a fait ce qu'a fait M. Macron. C'était un peu mieux peut-être. Mais il ne traite pas les causes du problème. Tant qu'on ne remettra pas de la loyauté dans la concurrence internationale, on crèvera sur place. C'est tout. On a bien compris, on va revenir, si vous voulez bien, sur des sujets des parlementaires. La droite a usé cette semaine de son droit de tirage pour demander la création d'une commission d'enquête parlementaire. Cette commission portera sur les moyens déployés par l'État pour lutter contre le terrorisme et pour détecter d'éventuels dysfonctionnements et failles. Écoutez Christian Jacob. L'idée, c'est d'avoir la transparence sur les moyens mis à disposition pour lutter contre le terrorisme et de regarder si ces moyens ont été efficaces, dans quel cadre, et l'évaluation qu'il est logique de faire. Mais on est dans un travail de fond, on n'est pas du tout dans un débat polémique de quelque nature que ce soit. Faisons la transparence et faisons-le avec sérénité. Est-ce que pour vous, Nicolas Dupont-Aignan, cette commission d'enquête sur les attentats est une bonne chose? Est-ce qu'il faut faire la lumière sur d'éventuelles zones d'ombre ou dysfonctionnements? Écoutez, c'est toujours l'honneur d'un Parlement, dans une société démocratique apaisée, responsable, que de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Moi, je crois beaucoup au travail parlementaire. J'ai rédigé un rapport sur les paradis fiscaux. Ça a été très bénéfique, avec d'autres, de gauche, de droite.
Ça montrera d'ailleurs aux Français qu'ici, dans ces maisons, on bosse. Et si on lisait... Bah, les Français ne le savent pas. Ils en doutent. Ils doutent de vous. Vous avez vu le rapport du Cevipof il y a peu de temps. C'est normal. Quand pendant 20 ans, on ne résout pas les problèmes d'un peuple, il y a un moment, c'est normal qu'ils doutent. Pour autant, il y a eu des tonnes de rapports, il y a tout dans les rapports, et vous êtes bien placés pour les étudier, ces rapports. J'aimerais que tous vos confrères fassent pareil. Mais c'est une autre affaire. Vous ne dites pas encore une commission supplémentaire. Non, mais de deux choses. Une commission pour mieux comprendre, anticiper, ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Allemagne, ça se fait en Grande-Bretagne, très bien. En revanche, ce que je dis à M. Jacob et aux autres, c'est qu'il y a quelques mesures, et j'ai pris la parole au Congrès, ça a un peu remué quand j'ai pris la parole, parce que j'ai osé rompre le consensus qui était le consensus nationale. Dans la douleur. Mais quand même, il y a des choses qui me paraissent urgentes. C'est interpeller et arrêter préventivement les djihadistes de retour de Syrie. M. Cazeneuve n'a toujours pas précisé correctement dans les réponses aux questions à l'Assemblée nationale, dans les séances sur lesquelles j'assiste, j'imagine que c'est pareil au Sénat, où étaient ces 250 djihadistes dont il avait parlé. On nous dit que certains sont en prison, mais en fait, ils ont été libérés. J'aimerais avoir les chiffres. Le problème, c'est le retour sur le territoire français. C'est là où vous dites qu'il n'y a pas assez de choses. Non, mais c'est le problème majeur. C'est qu'on a 250 bombes volantes qu'on n'arrête pas préventivement. Or, j'estime que quand on va couper des têtes en Syrie, on a déjà commis un acte grave. Alors, il y a des procédures qui sont lancées, mais nous n'avons pas la transparence là-dessus. Deuxième point, moi, je veux arrêter ces personnes, les mettre et les éloigner sur un territoire lointain. Je ne cite plus un territoire d'outre-mer parce que je ne veux pas vexer certains. Mais, ah bon, vous voulez les mettre où? Mais il y a suffisamment d'îlots perdus dans notre pays pour que, comme à Guantanamo, des gens qui sont dangereux soient arrêtés et isolés. Donc un Guantanamo à la française. Je l'ai toujours demandé, sous contrôle judiciaire. Parce que ça ne sert à rien de déchoir de la nationalité et d'expulser à l'étranger 10 personnes par an, si parallèlement on laisse des Français djihadistes en liberté sur le sol. Vous avez vu que ça ne marche pas, même aux États-Unis, on veut fermer Guantanamo. Oui, en tout cas, ça a bien marché. Heureusement qu'ils l'ont fait au moment de World Trade Center. Donc, il y a un moment où on ne peut pas laisser des bombes volantes sur notre sol. Et puis enfin, il faut s'attaquer, j'ai lu avec intérêt la tribune du chef d'état-major des armées, M. De Villiers, il faut s'attaquer au financement de Daesh. On commence à le faire. Péniblement. Non, on commence à le faire. Ce qui est curieux, vous voyez madame, c'est qu'on dit qu'on le fait, mais l'Union européenne, avec la complicité de la France, complicité, j'emploie ce mot, veut verser 3 milliards d'euros à un pays voyou, la Turquie, qui achète en contrebande le pétrole de Daesh. Alors moi, je veux bien tout. Donc il faudrait rompre avec la Turquie, c'est ce que vous dites? Il faudrait à un moment dire stop à la Turquie. On ne peut pas être dans l'OTAN. Mieux choisir ses alliés. Il faut, quand on est allié, si on a des alliés comme ça... Parce que complicité, c'est un mot dur, sévère. Écoutez, quand je vois que l'Union européenne, comme seule réponse sur les migrations, est de donner de l'argent à un État pour le moins ambigu vis-à-vis de Daesh, je me pose des questions. On va passer à un autre sujet, c'était cette fois au Sénat, ça n'a rien à voir avec la commission d'enquête sur le terrorisme, on va parler de la biodiversité, c'était un examen de cette loi au Sénat, son but c'était de renforcer la prise en compte de la biodiversité dans les décisions publiques et privées. Ce texte avait été examiné il y a près de 10 mois à l'Assemblée nationale. Écoutez la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, à ce propos. Alors je sais que pour certains Français, la biodiversité apparaît encore comme un terme un peu abstrait, quelque chose de complexe. C'est pourtant très concret, la biodiversité. Ça concerne directement la santé de tout un chacun. Car une nature malmenée par le dérèglement climatique et les pollutions, ce sont aussi des risques sanitaires accrus. C'est pourquoi ce projet de loi intègre la relation entre la santé et le bon état de la biodiversité, par exemple, en facilitant le recours au traitement naturel de l'eau, en interdisant le rejet en mer des eaux de ballast non traitées. Texte très important pour la France, pour les Français, pour la nature. Il aura mis presque 4 ans à arriver. La force des lobbies, on l'a vu sur la chasse, on l'a vu sur les insecticides, ça touche tous les jours notre quotidien. La force des lobbies, c'est quand même impressionnant. Oui, c'est impressionnant et c'est d'autant plus impressionnant qu'on a confié à Bruxelles, à une commission vendue, achetée, tous ceux qui ont été députés européens le savent, les règles, les principales règles de notre vie. Et quand on voit ce qui se passe sur les normes anti-pollution des voitures, quand on voit ce qui se passe sur les pesticides, quand on voit le lien entre les pesticides et les cancers,
Quand on voit le rôle... Pour vous, le problème, c'est l'Europe. Le problème de la France, tous ces sujets qu'on a... bien sûr, puisqu'on a confié le pouvoir démocratique à des autorités qui ne sont pas élues. Ce n'est pas l'Europe en soi. L'Europe, ça peut être une belle chose, attention. Je suis souvent caricaturé là-dessus. On va revenir à la Commission. L'Europe, c'est une merveilleuse chose si elle est légitime par le suffrage, pas si elle impose des lobbies, des technocrates qui font que Madame Royal fait ce qu'elle peut comme les précédents ministres de l'Environnement. Alors, je vais vous faire réagir à un autre sujet. C'était le premier grand texte qui était en examen à l'Assemblée, le projet de loi pour une république numérique, il s'appelle comme ça. Il prévoit notamment l'accès pour tous au numérique, une ouverture de données de plus de 10 millions d'entreprises françaises qui seraient accessibles de manière gratuite pendant un an. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre de mesures, à cette ouverture? Oui, je pense que je l'ai fait dans ma ville d'ailleurs. Je pense que c'est un progrès, la République numérique. Une transparence des données très importante. Pour autant, il y a encore beaucoup de chemin et le projet de loi est très... Mais la façon de faire de la ministre, de laisser un petit peu les Français s'exprimer, ça, c'est pas mal, non? Oui, enfin, ça, c'est du grand folklore, excusez-moi. Parce qu'en même temps, elle laisse les Français s'exprimer, mais on sait comment les entreprises américaines ont mis la main sur les données. On sait qu'il y a un immense travail à faire sur la souveraineté numérique. Il y a eu des écrits très intéressants. Ça veut dire garder nos données pour nous, de faire en sorte qu'elle est protégée. Protéger, et puis les réseaux. La Suisse a renationalisé les réseaux. L'Allemagne a un ministère des réseaux. Nous sommes très en retard en France sur la conception de souveraineté nationale pour protéger nos concitoyens. Et ça transcende tous les partis. Je pense que, regardez ce qui se passe sur le terrorisme. Vous avez des terroristes qui utilisent les réseaux américains et les grandes entreprises américaines qui refusent à nos ministres de l'Intérieur, comme aux Américains d'ailleurs, de pouvoir savoir ce qui se passe sur ces réseaux. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau monde. Et moi j'aimerais que la politique, et j'en parlerai dans quelques mois, j'aimerais que la politique française regarde peut-être un peu plus loin le monde d'après. À 20 ans, à 30 ans, comment on anticipe ce monde d'après? Et si on n'investit pas avec l'État et les Européens d'ailleurs, ensemble, pour défendre notre souveraineté numérique, eh bien nous serons les esclaves de Google, d'Amazon et des autres. Elle est aussi importante que la souveraineté tout court, c'est un élément de souveraineté. Mais la souveraineté, c'est la liberté d'un peuple. Elle s'adapte avec les époques. Si on n'est pas capable d'inventer, c'est comme si on n'avait pas inventé la machine à vapeur et qu'on était toujours aux chevaux, eh bien là, on est en train de louper une marche. Alors, mardi, Nicolas Dupont-Aignan, il y a une image qui a fait les gros titres, une émeute à l'Assemblée. En cause, la présence de Pamela Anderson, l'actrice américaine, est venue soutenir une proposition de loi de la députée écologiste Laurence Abeille pour interdire le gavage des oies. Et cette visite a suscité beaucoup de critiques. Est-ce que pour vous, comment vous avez réagi à cela? C'est de la politique spectacle pour vous, ça peut avoir un intérêt? C'est de la politique spectacle, et quand on voit les merdes que mangent les Américains, pardonnez-moi de parler vulgairement, ça m'amuse. Alors, écoutez... non mais ça veut dire que, vous savez, c'est tellement facile de vouloir détruire les terroirs français alors qu'on veut nous imposer un traité transatlantique. Et j'aimerais que Mme Anderson et la députée Abeille nous explique comment on va lutter contre le traité transatlantique qui va nous faire manger des poulets à l'eau de Javel. Alors écoutons ce qu'elle a dit. Ça me paraît beaucoup plus dangereux que le foie gras. Alors écoutons ce qu'elle a dit sur les oies. La première image que l'on a de la cuisine française, c'est le gavage et l'abattage de 80 millions de canards et d'oies chaque année. Nous devons dépasser la barbarie et l'ignorance. Et pour être franche, le foie gras est simplement un foie malade, et cette maladie s'appelle cirrhose graisseuse. Ce que ça veut dire, c'est que ces animaux sont forcés à souffrir d'inflammations, de blessures, jusqu'à ce qu'on les abatte. Ah, on va laisser terminer Pamela Anderson. Je trouve ça très hypocrite, et je trouve que les députés qui ont fait ça feraient mieux de s'occuper de la négociation du traité transatlantique, où là, ce sont des bœufs aux hormones, c'est une agriculture industrielle. Oui, ils s'en occupent, sauf que nous, parlementaires, on n'a pas le droit de lire le traité transatlantique. Pas encore. Est-ce que vous avez vu, j'ai écrit un billet de blog là-dessus, vous pouvez consulter sur mon site Debout la France, où on voit comment aujourd'hui on est traité en enfant. Parce qu'une commission de bureaucrates vendus à des gros intérêts industriels négocie le traité transatlantique dans le dos du gouvernement français. C'est autrement plus grave que les oies. Alors on peut peut-être améliorer
la production des oies. Je ne suis pas du tout favorable à la souffrance des oies, du tout, puisque je milite beaucoup pour la vie animale. C'est pas la priorité. Et si, c'est important. Mais attention aux 2 poids, 2 mesures. C'est tout ce que je demande. Que Mme Anderson aille voir les fermes américaines, ça sera bien. Mercredi, on va passer à l'état d'urgence. Ouais. Et François Hollande envisagerait de prolonger l'état d'urgence au-delà du 26 février. C'est ce qu'a laissé entendre le président de l'Assemblée, Claude Bartolone, reçu à l'Élysée avec Gérard Larcher pour évoquer l'épineuse question de la révision constitutionnelle. Écoutez-les à la sortie. Oui, il l'a évoqué d'une manière tout à fait probable. Il nous a annoncé qu'il aura l'occasion de communiquer très vite pour permettre au Conseil d'État et au Parlement de se prononcer sur ce texte. Je rappelle que le délai, c'est avant le 26 février. Est-ce que pour vous, il est nécessaire de prolonger l'état d'urgence au-delà du 26 février? Oui, c'est indispensable. Et c'est une affaire grave. Car les forces de police et de gendarmerie ont besoin d'être présentes sur le territoire sans freinage judiciaire. Et quand on connaît la justice française, pour démanteler les réseaux, pour surveiller les caches d'armes, c'est vital. Et donc je supplie le gouvernement français de prolonger l'état d'urgence, car moi je ne veux pas qu'on se retrouve dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois, avec un nouveau massacre au cœur d'une ville, dans un train, et qu'on se dise on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est pourquoi je demande encore une fois l'arrestation des djihadistes de retour de Syrie, leur éloignement du territoire métropolitain. C'est pourquoi je demande aussi l'isolement dans nos prisons des islamistes. J'ai été visiter la prison de Villepinte pendant la campagne régionale. Quand je vois que circulent librement dans nos prisons les prisonniers, qu'on mêle, c'est dans cette prison qu'il y avait Koulibaly d'ailleurs, qu'ils se promènent, qu'ils sont mêlés, mais c'est surréaliste ce qu'on voit. Donc il faut revoir notre loi pénale, annuler, abroger la loi Taubira. Il faut construire des places de prison. Il faut que Mme Taubira démissionne par la occasion. Voilà, ça serait pas mal. Je voulais vous poser la question. Bah oui, il faut être cohérent. Mais enfin, c'est quoi ce qui se passe? C'est pas digne. On a un président de la République et un Premier ministre qui ont le pied sur l'accélérateur. Ça va pas assez loin pour moi. Vous les félicitez? Mais c'est mieux que rien. Bah, j'avais proposé l'état d'urgence en janvier, ils l'ont fait en novembre. Donc c'est mieux que rien. Mais on a un garde des Sceaux qui a le pied sur le frein et qui est responsable, avec le gouvernement, de cette fameuse loi qui remplace l'incarcération par des peines alternatives pour les peines de moins de les condamnations de 5 ans et moins, qui laisse dans notre pays des voyous terroriser les populations. Je parle de ce que je connais dans ma ville et ailleurs. Mais c'est fou ce qui se passe. Donc je demande que Mme Taubira parte, que la loi Taubira soit abrogée, et qu'on ait une vraie politique de sécurité dans notre pays. Un mot encore sur la loi sur l'état d'urgence. Si vous le prononcez pour combien de temps cet état d'urgence? On parle de 3 mois, ça peut être 6 mois, mais ça veut dire que ça peut être à l'infini. Donc ça veut dire qu'on serait dans un état d'urgence permanent. Mais écoutez, d'abord l'état d'urgence est sous contrôle des juges administratifs. Donc c'est pas l'état d'urgence n'est pas le Patriot Act américain de Bush. On en fait un monde. L'état d'urgence permet tout juste de fonctionner. Tout juste. Et il est vital. Après, si on veut, pour l'avenir, moi je propose de nouvelles lois pénales. C'est-à-dire qu'il faut abroger la loi Taubira, simplifier le travail de la police, et là, on pourra se passer de l'état d'urgence. Vous savez pourquoi il y a l'état d'urgence? C'est parce qu'on a mis en place des règles judiciaires ingérables et que la police ne peut plus fonctionner en l'état de notre droit. Voilà. Et donc, on contourne la complexité, l'inertie judiciaire française par l'état d'urgence. Donc il faudrait, pardonnez-moi, juste je reviens sur l'état d'urgence. Si on veut se passer de l'état d'urgence, il faut revoir nos lois pénales, non pas pour enlever le contrôle judiciaire, parce qu'on a besoin de magistrats qui font leur travail, mais pour faire en sorte que la justice et la police puissent travailler correctement, ensemble. Déchéance de nationalité, déchéance nationale, on ne comprend plus rien. Non, la déchéance de nationalité, elle ne vaut que pour les binationaux. Quand on est binational, et qu'on a une autre nationalité, si on se comporte mal, on dégage. Donc vous la voterez la mesure. Vous la voterez la mesure. Mais bien évidemment, parce que c'est le bon sens. D'ailleurs, je remarque que les belles âmes qui sont contre la déchéance de nationalité, elle a été employée par la République pour se défendre.
face aux esclavagistes, face aux collaborateurs. Alors moi je ne vois pas pourquoi on fait tout un... On en a beaucoup trop parlé, ce n'est pas la mesure essentielle, mais éloignement sur un territoire lointain des Français et les étrangers ou les binationaux qui ne respectent pas notre pays, eh bien, sont expulsés. Et pour votre information, réforme pénale et loi d'application de la révision constitutionnelle mercredi devant le Conseil des ministres. Voilà, ça c'est fait. Bien. On va quitter quelque temps un petit peu le côté parlementaire pour arriver sur le côté un petit peu plus politique. On va parler de littérature, ou presque. Tous les candidats à la primaire de droite ont décidé de prendre la plume. C'est le cas notamment de Nicolas Sarkozy, qui émet là une forme de mea culpa. Regardez. À 10 mois de la primaire de la droite et du centre, c'est un livre surprise très attendu. Nicolas Sarkozy n'est pas officiellement candidat, mais multiplie désormais ses déplacements pour rencontrer les Français et surtout dresser son propre bilan. Le bilan ou l'inventaire, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que dans le mot inventaire, il y a un côté, on sort le fusil et on flingue. Et je trouve que ce type de procédure, de procédé, pour parler de ce que nous avons collectivement fait ensemble, n'est pas une bonne idée. Que l'on fasse un bilan objectif, neutre, quantifier les choses me paraît indispensable. Que l'on se serve, entre guillemets, du mot inventaire pour régler les comptes d'une façon ou d'une autre me paraît une très mauvaise idée. Bilan ou inventaire, pour le moment, aucun extrait n'a filtré. Une stratégie avec un air de bataille pour contrer les mauvais sondages. Selon Atlantico ou Odoxa, c'est toujours la même musique. Alain Juppé fait seul la course en tête. Nicolas Sarkozy s'exprimera dimanche soir à la télévision pour décrypter lui-même les réussites et les erreurs de son quinquennat. Sans doute que nous ne sommes pas allés assez loin. Je pense à la durée du travail, aux 35 heures. Je pense aux charges qui pèsent sur les entreprises, la fameuse TVA sociale. Tout cela mérite qu'on en parle et je pense que c'est très attendu par les Français, cette explication un peu droit dans les yeux entre l'ancien président de la République et les Français. Au-delà des livres, c'est bien qu'il y ait une compétition d'éditeurs. Je pense qu'il faudrait que les Républicains organisent dès maintenant le débat des idées. C'est ça le sujet. Le parti pourrait, au même moment, et ça serait moins hypocrite, organiser un débat des idées que les Français attendent. Le combat des livres ne fait que commencer. Après François Fillon, Alain Juppé et bientôt Nicolas Sarkozy, les lecteurs ont déjà rendez-vous avec Bruno Le Maire ou Hervé Mariton. Nicolas Dupont-Aignan, je vous présente Jim Gerassé, notre partenaire du SCAN. Bonjour. Je vais vous interroger d'ici quelques secondes. Moi, j'avais deux questions à vous poser concernant ce retour et ce livre de Nicolas Sarkozy. Il dit je ne suis pas allé assez loin sur les 35 heures ni sur l'ISF, donc c'est un regret. Et deuxièmement, il dit qu'il a abîmé la fonction présidentielle avec cette fameuse phrase prononcée au Salon de l'Agriculture, le casse-toi pauvre con. Est-ce qu'il a abîmé la fonction présidentielle? C'est ce que vous estimez aussi? Je vais vous dire, je regardais votre reportage et je me faisais une réflexion. Ils ont construit un bateau pendant 20 ans. C'est eux qui ont construit la France d'aujourd'hui. Le bateau coule. Et ils vont nous expliquer qu'il faut les reprendre. Mais attendez, il n'y a plus un Français qui a envie de revoir toutes ces têtes-là. Parlez de Nicolas Sarkozy ou de tous les autres? Mais attendez, ils ont été Premier ministre, président de la République, ministre. Ils n'ont pas été capables de faire des choses. Pire, ils ont construit un système qui ne marche pas et qui est responsable de souffrances de millions de Français. Et ces gens-là passent leur vie à nous expliquer qu'ils vont faire bien la prochaine fois. Donc, mais qui faut peut avouer, croire? n'est pas à moitié pardonné. Mais attendez, nous sommes la seule démocratie au monde qui fonctionne comme ça. Il n'y a pas un pays au monde qui accepte que des gens qui ont gouverné longuement, qui avaient tous les pouvoirs, aient échoué et veuillent revenir. Est-ce qu'il n'est pas temps de proposer aux Français une autre voie? C'est ce que je ferai. Oui, le vous moment proposez. venu. Et je peux vous assurer une chose, tout ça c'est fini. Ça ne m'impressionne plus du tout. Ce sont des livres de souvenirs. Voilà. Le mariage pour tous, par exemple, il dit que s'il revient, il n'abrogera pas la loi sur le mariage pour tous. Mais les Français n'ont pas du tout envie de le voir revenir. Donc, ce sont des, des livres de souvenirs. Voilà. Je les prends comme des livres de souvenirs. Vous dites que Nicolas Sarkozy est arrangé au rayon des souvenirs? Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que les états d'âme de gens qui ont mal gouverné la France, qui ont signé les accords européens scandaleux, qui ont tué l'Europe, et on va en parler, qui ont créé des millions de chômeurs, qui ont été corrompus pour certains. Tout cela ne m'intéresse pas. En tout cas, je suis convaincu... Rayon des souvenirs? Comment? Au rayon des souvenirs? Au rayon, oui, des souvenirs, et au fond de la bibliothèque, ça finira chez les bouquinistes sur les quais de la Seine. Alors, on a compris. Il y a un autre à droite... Pardonnez-moi, mais...
Il y a un autre à droite qui a ressurgi aussi, lui, sur les plateaux de télévision, c'est Jean-François Copé. Voilà. Après 18 mois de silence médiatique, il se présente en victime, en bouc émissaire, après l'affaire Big Malion et la guerre pour la présidence de l'UMP. Alors, est-ce que pour vous, il fait partie de ces îles que vous désignez? Est-ce qu'il est toujours dans le coup, Jean-François Copé? Mais je n'ai pas à donner des brevets. Je vous dis que moi, en tant qu'homme politique, élu local, qui voit vraiment le naufrage du pays, et c'est ça qui m'angoisse, me fait vivre, c'est d'essayer de me dire qu'est-ce qu'on fait pour changer de trajectoire. Vous pouvez me reconnaître que je n'ai pas changé d'avis, que j'ai alerté, que j'ai quitté l'UMP, j'ai quitté tous ces gens-là. Mais les Français ont le droit mais les Français ont tout à fait le droit d'aimer des gens qui les ont ruinés. Si ça leur fait plaisir, me demandez pas moi de les admirer, même si je respecte les personnes et chacun a le droit de venir faire ce qu'il veut. Mais la situation est tellement grave dans notre pays. Mais les régionales on a l'impression qu'il y a un siècle. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se produire? Les activités s'en vont, nos agriculteurs crèvent. Voilà ce qui m'intéresse. Comment on redresse l'agriculture française? Comment on redevient fier de notre pays? Comment on crée 1 million d'emplois? On relocalise 1 million d'emplois? C'est ce qui m'intéresse. Ce ne sont pas des gens qui ont créé les problèmes, qui vont les résoudre. C'est ce que disait Einstein, et il n'était pas complètement idiot, Einstein. Allez, on passe à la loupe du scan. Jim, c'est à vous. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. On l'a vu, Nicolas Sarkozy vient de publier son livre. Il n'est pas le seul. Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé. Le prochain, c'est vous? Oui, je vais sortir un livre, mais ce n'est pas du tout pareil. Pourquoi? Parce que moi, je vais expliquer pourquoi j'ai rompu avec ces gens-là. Pourquoi ils ont tué la France à petit feu, avec ceux de la gauche, là, et tout ce petit monde qui travaille en oligarchie et qui donne des leçons à la terre entière. Et je vais présenter un traitement de choc pour mon pays que j'aime. Le programme viendra un peu plus tard. Mais ce sera un livre personnel ou un livre d'idées? Plus personnel, parce que souvent, j'ai remarqué que les gens me disaient « Mais pourquoi vous avez quitté ces gens-là » Ils ne comprennent pas la pourriture de ce système. Ils ne comprennent pas l'esprit d'abandon qui a régné. Ils ne comprennent pas que des hommes politiques intelligents puissent à ce point trahir la France. Eh bien, je vais leur expliquer dans mon livre ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'il faut changer. Vous avez un devoir d'explication sur ce qui... Oui, parce que j'ai le sentiment que dans le zapping permanent, et ce n'est pas de votre faute, parce que vous faites votre métier avec l'époque que vous avez, comme nous, hein, dans ce zapping médiatique permanent, on perd le fond des choses. Et le fond des choses, c'est quoi? C'est est-ce que notre pays, dans la mondialisation sauvage, presque inhumaine, où on va fabriquer des enfants en Inde, où on loue le ventre des femmes, où la planète est en train d'exploser devant nous, est-ce que notre pays, avec ses valeurs, son histoire, peut changer les choses et se sauver lui-même? Et se sauvant lui-même, est-ce qu'il peut infléchir la marche du monde? C'est fondamental. Et moi, j'aimerais qu'on parle de la politique à 20 ans. Et ce livre, enfin en tout cas, je suis en train de l'écrire, je le finis là. Il est prévu. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis 1 an à l'écrire. J'essaye en tout cas de me dire qu'est-ce que je veux pour mon pays dans 20 ans et comment on peut changer de cap. Vous savez, c'est comme un bateau qui va vers la mauvaise direction et comment on va pouvoir redresser les choses. Et voilà, et vous verrez si ça vous intéresse. C'est pourquoi j'espère que ça intéressera les gens. C'est pour quand, Nicolas Dupont-Aignan? Ben, j'espère, je dois le remettre le 5 février si vous m'en laissez le temps et j'espère sorti vers mi-mars. Vous avez trouvé un titre? J'ai un titre, mais qui ne plaît pas à l'éditeur, mais il me plaît moi. Donc on verra. Ça serait c'est quoi alors? Ben, je vous le dirai pas. Est-ce que c'est une étape obligatoire avant une éventuelle candidature à la présidentielle? C'est une étape indispensable, personnelle, pour clarifier ses idées et expliquer à nos concitoyens le sens d'un combat. En tout cas, moi je pense qu'on ne peut pas continuer. Bien sûr. Mais je ne pense pas. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Je n'en sais rien encore. Vous le verrez le moment venu. Mais ça se précise, c'est clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas aller devant les Français sans d'abord avant avoir expliqué le sens de ce combat que nous sommes, je pense, des millions à partager. Et la situation est tellement grave. Et en contrepartie, l'agitation superficielle d'un milieu politique est tellement pathétique que le contraste me paraît de nature à être expliqué. En 2012, vous aviez fait 1,8% des voix. Oui. Est-ce que si vous êtes candidat en 2007, vous pensez pouvoir réunir plus d'électeurs? Écoutez, j'en ai déjà réuni plus, puisque aux européennes et aux régionales, nous avons
auprès de 4% des voix, près d'1 million d'électeurs. Ce n'est pas encore assez, mais pour quelqu'un qui n'est pas invité dans les JT, les journaux télévisés de TF1 et de France 2, et qui a 1000 fois moins, mille fois moins que les autres, je trouve que c'est déjà beaucoup. Que Marine Le Pen, par exemple. Bien sûr. Mais qu'importe, vous savez, dans la vie, ce qui compte, c'est l'authenticité, et c'est d'avoir des solutions, parce qu'aujourd'hui, les Français ne croient plus les hommes politiques. Ils ont tellement été trompés. Et ils attendent des solutions sincères et cohérentes. Et ce travail sur les solutions permettra d'avoir un vrai débat avec même ceux qui font des livres de souvenirs, ne soyons pas intolérants. Un vrai débat. Et puis après, c'est aux Français de juger. Votre objectif, c'est de créer une voie intermédiaire entre les Républicains et le Front National. C'est ça votre positionnement et votre... Non, mon objectif, c'est de sauver mon pays. Et je considère que, et on l'a vu dans l'affaire de la région Nord-Pas-de-Calais et de PACA, que le Front National est une sorte de dérivatif utilisé par le système pour se maintenir éternellement au pouvoir. Et je considère que, même si le Front National dit des choses justes, puisqu'il a repris des thèmes gaullistes, séguinistes qu'on défendait, je considère que les Français ont besoin d'une voix patriotique plus constructive, plus raisonnable, plus sereine, plus crédible. Et c'est ce nouveau patriotisme que je veux présenter. Alors, le Front National, parlons-en. Marine Le Pen, elle est vraiment dans les starting blocks pour 2017. Il y a une question qui se pose au FN en ce moment, c'est pour ou contre la sortie de l'euro, pardon. C'est une proposition qui a été formulée en 2012 de manière assez ferme, et on a l'impression que le FN est un peu en train de changer son fusil d'épaule. Louis Alliot, cette semaine, disait dans le Figaro, refaire la campagne de 2012 en 2017, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que vous pensez que le FN est en train de renoncer au souverainisme économique pour des intérêts électoraux, électoralistes? Je ne sais pas, mais moi, je suis surpris. J'ai lu cette interview et j'ai le sentiment tout à coup que le Front National reprend, en grossissant, les méthodes des deux autres partis. C'est-à-dire, il ne se dit pas qu'est-ce qui est bon pour la France, il se dit qu'est-ce que je dois faire pour gagner. Et ce faisant, il devient comme les autres. Nous, à Debout la France, et je ne suis pas seul, il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent, on se pose une seule question. Qu'est-ce qui est bon pour notre pays? La sortie de l'euro, oui ou non, pour vous? La transformation de l'euro qui irait vers, comme pour Schengen, un démantèlement. Vous avez également évolué. En 2012, vous disiez sortie de l'euro. Sortie de l'euro, mais cette sortie de l'euro n'est pas comprise et elle a été instrumentalisée contre nous. Je dis qu'on peut tout à fait retrouver une flexibilité monétaire. Et j'ai proposé, c'est pas nouveau, je l'avais proposé en 2012, mais ça s'est pas vu, donc j'ai pas changé, l'euro flexible, c'est-à-dire l'euro franc, l'euro marque, etc. C'est une monnaie qui permet la flexibilité, c'est tout. Mais là, j'ai pas changé. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci Jim. On va passer à toute autre chose. Vous êtes aussi un élu de l'Essonne, département dont la dette a explosé ces derniers temps. La droite elle a remis en cause toute la gestion de l'ancienne majorité. On a reçu sur ce plateau Serge Dassault, du groupe Dassault, que vous connaissez, c'est un sénateur, lui aussi du département. Écoutez ce qu'il disait. C'est quand même invraisemblable. L'État nous oblige à payer plus de RSA obligatoire et tout en nous enlevant les dotations qu'il nous donnait. Il donnait à tout le monde, d'ailleurs, régions, départements et communes. Alors on a moins d'argent à dépenser et puis il augmente ses dépenses. Qu'on veut qu'on fasse, il faut augmenter les impôts. Et le RSA, moi je considère que si l'État veut augmenter le RSA, c'est lui à payer. C'est pour le département. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. 108 millions de dettes, 29% de hausse du foncier. C'est impossible à gérer pour les départements? Ah oui. Je connais bien le président du conseil départemental, qui est quelqu'un que je connais très bien, qui a travaillé avec moi, François Durevray, qui est quelqu'un de courageux. Et donc, il se débat dans une situation impossible. Mais est-ce qu'il faut pour autant, après avoir laissé les socialistes ruiner l'Essonne, que la droite ruine les Essonniens? Et j'écoutais Serge Dassault, qui est toujours le chantre de la baisse d'impôts, et qui va augmenter les impôts de 29%. Mais ça ne va pas la tête. Alors moi, je le dis très amicalement à mes amis de l'Essonne, battez-vous contre le gouvernement. Ne tombez pas dans ce piège monstrueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, une fois de plus, des gens raisonnables et honnêtes vont envoyer la facture
des socialistes qui n'ont pas été corrects. Oui, parce qu'il y a 108 millions à régler quand même. Non, il y a plus que 108, il y a une dette d'1 milliard, etc. Mais moi je demande, je suis très surpris, comment dire, là aussi, de l'esprit de résignation des présidents de conseils départementaux. En tout cas, si j'étais président d'un conseil départemental, on m'entendrait un peu plus. Et je ferais la grève du RSA. Il ne faut plus payer le RSA. C'est à l'État de le payer. Oui, mais ils ne le font pas. Vous voyez, vous avez dans cette interview de Serge Dassault le résumé parfait de la droite qu'on ne veut plus. C'est-à-dire une droite qui, avant les élections, promet des baisses d'impôts, qui se trouve confrontée à une difficulté et qui se couche. Eh bien, moi, j'estime que ce n'est pas aux Essonniens de payer 29% de plus de taxes foncières. Je reconnais la difficulté dans laquelle ils sont, mais j'estime qu'ils devraient ne plus payer le RSA à l'État. C'est à l'État d'assumer son assistanat. Quant au RSA, il y a du RSA justifié, mais il y a du RSA de fraude, notamment des étrangers. Et on devrait s'en occuper. On va passer à l'Europe maintenant. Voilà, l'Europe, il en était question jeudi, Nicolas Dupont-Aignan, à Davos, en Suisse. Plusieurs chefs d'État et plusieurs chefs de gouvernement européens ont fait le déplacement dans la petite station d'hiver UP. C'était le cas notamment de David Cameron, Alexis Tsipras ou encore Manuel Valls parmi d'autres. Une première pour un Premier ministre socialiste. Il a lancé un message d'alarme sur l'état de l'Europe. Écoutez. Ça aurait été une erreur historique, mortelle pour l'Europe si nous avions laissé partir la Grèce de la zone euro. Je crois que dans la période que nous vivons, voir partir la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait un drame. Terrorisme, afflux de réfugiés, l'Europe est menacée aujourd'hui de dislocation. C'est tout ce que vous avez dit depuis longtemps, quoi. Ça fait 20 ans que je le dis. J'ai commencé ma carrière politique avec Philippe Séguin. C'est pas l'Europe aujourd'hui. Mais l'Union européenne, les institutions européennes. Je voudrais vraiment qu'on dissocie l'Union européenne de l'Europe. L'Europe, c'était quoi? C'était la paix et c'était l'alliance de nations démocratiques qui travaillent ensemble. L'Union européenne a kidnappé l'idée européenne, elle l'a trahie. C'est une bande de gens corrompus et incapables qui ont créé le chaos migratoire et le marasme économique. Et ils s'étonnent que ça ne marche pas. Ils sont responsables, tous ces gens à Davos. Donc on peut reconstruire l'Europe. Moi, je ne suis pas contre l'Europe, je suis pour reconstruire l'Europe des nations et des peuples sur des projets de coopération, comme on a fait Airbus. Faisons-le sur la voiture propre, sur la lutte contre le cancer, sur les nanotechnologies, sur l'espace, sur la mer. Et abandonnons ces institutions. Donc le Brexit, c'est très bien. Mettons fin à cela et reconstruisons l'Europe pour les Européens. C'est tellement simple. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas Merci Dupont-Aignan d'avoir été notre invité. À la semaine prochaine. Vos rendez-vous avec Public Sénat.